avoir dans une vidéo appelé l'armée malienne à la désobéissance, ce qui n'existe absolument pas dans la vidéo. Donc la pièce à conviction même qui est cette vidéo, son contenu ne porte aucunement un appel à la violence, un appel au désordre par les militaires. Ça n'existe pas. Donc le parquet a retenu qu'il me libère et que je serai convoqué, je pense, le mois de juillet, le 1er juillet, pour un procès dans lequel j'aurai l'occasion et l'opportunité de m'exprimer et de dire ce que je pense de cette vidéo. Qu'est-ce que tu disais au fond dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je faisais appel à l'apaisement parce qu'il y a eu des bavures policières, il y a eu des gens qui sont morts avec des gaz lacrymogènes, il y a eu des impacts de balles sur le corps mutilé à Sikasso, il y a des postes de police qui ont été brûlés à Kati, à Kaï. Le lendemain, j'ai fait appel aux gens à ne pas s'en prendre aux édifices publics, à ne pas s'en prendre aux biens publics, parce que ce sont nos biens. Et ensuite, j'ai appelé les forces de l'ordre à faire beaucoup attention, parce qu'ils sont là pour le peuple, avec le peuple, et non pas pour réprimander dans le sang. Cet appel n'a pas plu. Voilà tout le contenu de la vidéo. Et je mets en avant aussi l'incompétence de ce gouvernement à gérer le coronavirus, l'incompétence de ce gouvernement à gérer la sécurité, son incompétence à gérer. À un moment, j'ai dit que les militaires dans leur devoir de réserve, et les gendarmes, et les gardes, et les policiers doivent comprendre qu'aujourd'hui, la revendication du peuple concerne tout le monde, ne concerne pas que les civils. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose dans le fond? Est-ce que cette vidéo c'était pas autre chose? Est-ce que finalement ils n'avaient pas les yeux sur toi depuis plus longtemps? Vous savez, pendant tous ces séjours qu'on m'a arrêté, j'ai pensé beaucoup à la Révolution française de 1789, où le roi Louis XVI n'avait pas compris, s'il avait compris que c'est à la cause du problème de pain qu'on allait lui décapiter la tête. Il allait, je pense, penser que le peuple, gardé dans la famine, dans la misère, est une bombe à retardement. Ils ne doivent pas avoir peur du témoin, ils doivent avoir peur du peuple malien qui ne sera plus jamais fait. C'est un moment, une conspiration à mon égard pour moi, pour me faire taire. Vous savez, il y a quelqu'un qui me fait la terre. Je parlerai toujours, j'agirai toujours en respectant la loi, mais j'agirai toute ma vie pour le peuple malien et avec le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines? Pendant ces 2 semaines, on m'a beaucoup interrogé, on m'a posé beaucoup de questions sur ma vie privée, on m'a posé des questions sur d'autres personnes, sur mon entourage, sur mes amis que je fréquente, qui sont des personnalités au Mali. On m'a posé beaucoup de questions sur ma relation avec la France. On m'a posé des questions sur ma relation avec les PTF, les partenaires techniques et financiers, sur l'Union européenne, sur mes activités. On m'a posé la question sur le Mali. Je voulais savoir qu'est-ce que je pense de la propre gestion. Et puis ça a été l'occasion pour moi aussi de dire ce que je pense de cette gestion politique. Est-ce qu'il y a eu des violences? Non, juste au moment de l'interpellation où j'ai été blessé à la jambe et j'ai beaucoup saigné. Mais après, je n'ai pas été torturé pendant les séjours. J'étais enfermé dans une pièce où il y avait trois fermetures plus une grille. Et dans le couloir, il y a encore une autre porte avec 3 fermetures, une grille. Et il y avait une dizaine de militaires lourdement équipés qui devaient me surveiller comme si j'étais... ça me faisait penser à beaucoup à Jean Valjean dans Les Misérables. Je devais me surveiller parce que je devais être vu comme le plus grand criminel de l'histoire du Mali. Ce qui était le contraire. Et tu savais où tu étais et qui était et qui t'a arrêté et qui t'a interrogé ensuite? Alors quand on m'a arrêté au carrefour de Bankouni, on m'a rien dit. Il y a une bonne quinzaine de messieurs qui sont descendus tous cagoulés avec des mitraillettes, avec des armes. Ils m'ont pointé une arme, ils m'ont demandé de descendre de ma voiture. J'ai demandé pourquoi et qui ils sont. Et à un moment, quelqu'un a lâché le mot, c'est le K1 de la gendarmerie. Et puis je suis descendu, ils m'ont cagoulé, ils m'ont mis dans une Prado non immatriculée. Et puis ils sont partis avec moi. On a fait presque le tour de Bamako parce que c'était pour me désorienter, pour que je ne sache pas où je vais. Et c'était dans les environs de 13h30. C'est seulement vers 19h, je pense, parce que je n'avais plus la notion d'heure,
j'étais en train de la nuit, j'ai compris que je suis à la DGSE, parce que quand on a commencé l'interrogatoire, j'ai compris un moment, quelqu'un a dit, la sécurité d'État n'est pas là pour tuer les gens. Donc à partir de ce moment, je me suis dit, ah, j'ai été enlevé par les agents de la sécurité d'État. Et puis après, j'étais cagoulé, menotté. Pendant les 2 semaines? Pendant les 2 semaines, j'étais cagoulé. Seulement quand j'étais dans la pièce, on m'enlevait le cagoule, ben, il n'y avait pas de lumière, je ne voyais pas le soleil ni rien. Mais quand je sortais pour aller faire quoi que ce soit, pour aller dans les bureaux pour les interrogatoires, parce que tous les matins j'avais droit à 3-4 interrogatoires, et puis on me cagoulait, et puis on me menottait, et j'étais lourdement surveillé par des hommes armés. Et quand on me ramenait dans la pièce, on enlevait le cagoule, on m'enfermait. Mais je dois dire aussi la vérité qu'on m'a donné à manger. J'ai été vu une fois par le médecin où j'ai parlé d'un état de santé, mais ça n'a pas été suivi. Puis on me demandait si tout allait bien. J'ai passé un petit séjour avec les djihadistes, les présumés djihadistes, Ah bon? les grands terroristes. Comment ça? Ben, quand je suis arrivé, quand ils m'ont menotté, d'abord ils m'ont arrasé le crâne, puis après ils m'ont foutu dans une grande pièce où il y a des djihadistes. Comment tu savais que c'était des djihadistes? Ben, parce que ils m'ont dit qu'eux, ils nous ont arrêtés en disant qu'ils sont djihadistes. Donc j'ai compris que selon eux, c'est pourquoi je dis présumés djihadistes. Et puis ils se sont présentés, donc ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais là. J'ai expliqué que pour l'instant je ne sais pas vraiment. Mon métier, je suis enseignant-chercheur. Et puis ils m'ont beaucoup respecté, ils m'ont presque adulé, et puis ils me demandaient les nouvelles du Mali, comment les choses se passent. Donc j'ai parlé de la grève des enseignants, j'ai parlé de la misère, j'ai parlé de l'insécurité. Et puis on commençait à discuter, je leur ai demandé comment ils se sont retrouvés ici, ils ont commencé à m'expliquer leur parcours, etc., etc. Après on est venu me chercher, parce qu'on entendait dehors les discussions, donc et puis on est venu me retirer, et puis on m'a amené dans une autre pièce, isolé, complètement isolé. J'ai passé le reste du temps complètement isolé dans cette pièce. Ces personnes avec qui tu étais, tu sais d'où elles venaient? Majoritairement du Gao, parce que j'ai demandé, ils sont majoritairement Peuls, ils ont tous des noms Peuls, il y a quelques Arabes, et puis majoritairement ils viennent de Gao. Ils étaient nombreux? Ils étaient nombreux? Ils sont nombreux. Là où j'étais, ils étaient une bonne vingtaine, mais puis de l'autre côté, je pense qu'il doit y avoir au moins 80, une centaine. Parce que tu entends aussi les prières, ils prient beaucoup, ils font beaucoup de prières là-bas. Et c'était des cellules individuelles? Ah non, là-bas ils sont en groupe. Moi j'étais dans une cellule, moi j'étais à l'isolement. Mais quand ils prient fort, donc tu entends les voix, tu peux à peu près imaginer s'il y a une centaine de personnes, tu sens combien de gens pendant ces séjours. Ok. Aujourd'hui, juste après cette libération-là, après ce que tu as vécu, quel est ton sentiment? Je dois beaucoup encore au peuple malien. Je dois beaucoup, je dois accompagner ce peuple. Ça ne fait que renforcer ma conviction, de dire que je suis né toute ma vie, je ferai ce combat. Je dois me faire arrêter, on peut m'arrêter, on peut me mettre en prison, on peut faire de Clément tout ce qu'on veut. Ce combat contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, contre l'injustice, je le mènerai jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que tu n'as pas peur en disant ça de t'attirer encore plus de problèmes? Les problèmes sont déjà là, et puis mon grand problème c'est le chômage des Maliens, mon grand problème c'est la misère des Maliens, c'est l'insécurité, mon grand problème c'est la mauvaise gouvernance. À part ça, je n'ai aucun autre problème, et je fais confiance à la justice malienne, que j'ai toujours soutenu, que je continue à soutenir, et je veux simplement que justice soit faite, que le droit soit dit lors de mon procès. Entre-temps, je continue de toutes les façons à mener ce combat parce que le peuple malien ne mérite pas le traitement qu'il a reçu. Il y a beaucoup de gens qui t'ont soutenu pendant ta détention. Pendant la détention, je n'étais au courant de rien. Vous savez, je savais pas. Je te le dis. Après, on m'a dit que j'ai été beaucoup soutenu, que dans les régions, il y avait beaucoup de mouvements. Une fois, à la sécurité d'État, on m'a dit que les gens sont en train de brûler dans les villages. Puis c'était une façon de parler de façon ironique. Vous savez, il y a des gens qui sont dans les villages, dans les petits villages qui ne te connaissent même pas, qui sont en train de brûler pour te soutenir. Au lieu de me démotiver en me disant ça
Ça a remis une grande couverture sur ma motivation. Il dit que si le paysan à 600 km de Bamako me soutient, c'est que je dois beaucoup encore au peuple malien. Je ferai toujours selon ma conviction, en respectant la loi, je ferai toujours la lutte. Ils t'ont dit exactement pourquoi ils t'ont relâché aujourd'hui à cette audience. Ils ont considéré que tu ne présentais plus aucun danger ou comment ça se passe? Donc le procureur, il a regardé le dossier. Vous savez, au dossier a quitté la sécurité d'État pour aller à la SIJ, au Caen. Et la SIJ a fait le dossier. Après, il l'a envoyé chez Mamadou Kassogé, le procureur de la commune 3, qui a rejeté le dossier, qui a refusé de prendre le dossier et qui a renvoyé le dossier à la commune 1. Et donc je me retrouve à la commune 1 avec un procureur qui ne connaît pas beaucoup le contenu de ce dossier. On parle d'une vidéo, je pense qu'il n'a pas eu le temps d'examiner la vidéo. Et puis après, il trouve opportun pour lui que je fasse des engagements auprès de lui, des engagements que j'ai faits, qui consistent à ne pas me lever pour aller faire des actions, etc. etc. Et puis après, il me dit, je te mets en liberté le temps d'approfondir les enquêtes, le temps de voir clair, et vous serez convoqué le 1er juillet pour un éventuel jugement. Donc voilà la situation en gros. La seule prison qui me fait peur, ce sera la prison du peuple malien, de ne pas aller jusqu'au bout de ce processus. Vous savez, le seul reproche que je peux me faire un jour dans ma vie, c'est de dire Clément, tu as désespéré le peuple malien, et ça je le fais. Ça c'est mon seul souci, c'est de ne pas donner le désespoir au peuple malien et je vais jusqu'au bout. Je suis encore plus déterminé qu'avant. C'est maintenant que je me suis rendu compte de l'importance du combat. Vous savez, c'est comme sur un ring, quand vous n'agissez pas, et finalement vous dites que vos coups ne marquent pas. Mais quand votre adversaire agit à votre coup, vous vous rendez compte que là, ça marche. Et je suis encore plus fier du peuple malien. Merci Clément. Et je le vois beaucoup, merci. D'accord. Amé Bamananga.